Salut les copains, Radio Jo à l'appareil, comment que ça va bien les enfants? C'est de la balle ou c'est pas de la balle? On se demande. Bref, retour après quelques temps, là, j'ai pas trop posté, c'est vrai que comme je vous l'avais dit dès le départ, hein, c'est une chaîne, elle va se construire avec le temps. Hein. Donc là on poste après le 8ème de finale aller, Dortmund PSG, hein, qui fait suite aux vidéos précédentes que j'avais fait, qui préparaient un peu cet événement là. Bon, avant de commencer sur le fond, on va parler de la forme, donc du match, hein, n'est-ce pas? C'est vrai que bon, moi au départ j'avais mis Paris en ballottage favorable. Donc là, résultat 2-1 à l'extérieur, t'es à 50% de chance, le retour il est au parc, franchement, voilà. En plus Dortmund ils ont fait un match de fou à l'aller qu'ils seront pas forcément capables de répéter au retour. Donc bon, je maintiens, t'es en ballottage favorable et tu seras sûrement, enfin voilà, sauf catastrophe, t'es quand même pas trop mal parti au final. Après c'est vrai que le match a pas été terrible, nous on s'est quand même fait pas mal bouger. Bon ça, on a l'impression ouais c'est à chaque fois la même chose et tout, mais là bon, on savait là-bas quand même qu'on allait souffrir, même si Dortmund qui sont un peu en perdition ces dernières années en termes de résultats en Coupe d'Europe. On connaît la philosophie de cette équipe, hein, qui a tendance toujours à jouer, à vouloir chercher des occasions, tout ça, à rentrer dans le lard. Et en plus, ils ont C16 en attaque, là, donc l'autre, là, Hollande, je sais pas quoi, là, mec, c'est Terminator, là, T800. Donc lui, il nous a fait mal, comme prévu, hein, c'est qu'ils sont doublés dans notre tête. Donc c'est clair que Paris n'a pas envoyé une image magnifique de son équipe, et d'ailleurs là sur les 4 premiers belligérants de ce 8ème, c'est l'équipe qui a le moins couru, 105 km. Donc bon, ça fait un peu léger en termes d'engagement physique, faut le dire. Après, bon, c'est pas non plus totalement étonnant, puisque on savait qu'on allait se prendre des vagues, que Dortmund allait être ultra offensif. Donc on savait qu'on voilà, l'équipe allait jouer bas et elle a essayé de contrer, bon, donc tu cours un peu moins dans ces cas-là, mais quand même, c'est clair que c'est pas bon signe. Si on parle du plan défensif, bon, donc c'est ce que je disais, on a souffert. Hein. Mais bon, il faut quand même ne pas omettre le fait que devant, on a 3 divas, quoi. Et ça, c'est quand même compliqué. Hein. Donc même si Di Maria, il est peut-être un petit peu au-dessus, mais les deux autres, voilà, ça défend pas, ça fait rien, ça pèse pas sur la défense. C'est quand même assez handicapant à ce niveau-là de la compétition face aux équipes que tu rencontres qui elles sont à 200%, quoi. Sur le plan offensif, je pense que bon, il y a eu beaucoup de maladresse en première mi-temps, donc ça c'est quand même dommage. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, parce qu'ils ont cherché les combinaisons, tout, ça a juste pas fonctionné. Donc peut-être qu'on peut se dire bon, c'était un jour sans, et c'est ce qui a fait qu'en première mi-temps on a été quand même vachement inexistant, parce que sur les premières minutes du match on a quand même quelques ballons qu'on arrive à essayer de doubler des passes, d'essayer de mettre de la vitesse. Et bon, comme ça n'a pas marché, après on a senti que voilà, globalement il y a eu une baisse de pied, et puis on s'est pris les vagues jaunes pleine tronche pendant tout le match après. Donc globalement sur le collectif, c'est mauvais, quoi, on peut le dire. Hein. Mais bon, c'est pas nouveau, hein. On sait qu'on a 0 jeu d'équipe. Là, on a vu Neymar faire du Neymar, donc évidemment, c'est un joueur extraordinaire, mais quand t'es bien serré face à des grosses équipes, c'est compliqué, même pour lui. Et hier, bah, ça s'est vu, enfin avant-hier, là, parce que là, on est le 20 février, là, ça s'est vu, quoi. Tu peux pas t'en sortir tout seul comme ça, à faire la diff tout seul. Donc ça a été compliqué, mais c'était pas surprenant, parce que on le voit même contre des équipes plus faibles en Ligue 1. Donc voilà, donc match un peu mitigé, même s'il faut quand même reconnaître qu'on reste encore en ballottage favorable, on est encore vivant. Donc ça c'est bien. Maintenant, si on parle du fond de ce qui s'est passé, on va parler de l'entraîneur, parce que là, moi j'ai lu aujourd'hui ou dans l'équipe le lendemain du match, là, oui, ils sont 3-4-3, à la surprise générale, je sais pas quoi, machin. Bon, donc là je vais remettre... moi j'avais annoncé le retour de Marquinhos au milieu, donc voilà, il y a un petit écart que je vais commenter, mais j'avais annoncé que devant il repasserait à 3, que ce serait Icardi qui sortirait, et que ce serait Marquinhos qui rentrerait à sa place, tout en gardant une doublette en défense, hein, Kimpembe Silva. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a fait Tuchel, et moi qui suis pas un défenseur de Tuchel, je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris par sa compo, et j'ai trouvé qu'il a justement bien cerné les problèmes de l'équipe, et que le 3-4-3 qu'il a proposé justement c'était dans le sens
de ces problématiques auxquelles il est confronté et auxquelles il doit répondre. Donc je rappelle rapidos, c'est que le 4-4-2 qu'il aligne là, régulièrement en L1, ça marche pas parce que Verratti c'est pas un joueur de 4-4-2. Donc c'est pour ça moi j'avais remis là, vous le voyez là, Marquinhos en 6. En disant même que voilà, Marquinhos il était là pour couvrir Verratti et qui même des fois il descendrait comme il l'avait pas mal fait l'année dernière en défense centre et tout. Donc là Tuchel en fait ce qu'il a fait c'est qu'il est allé au bout de son idée. Il s'est dit quitte à mettre Marquinhos en 6, pourquoi je le mets en 6 ? Je le mets en défense centre. Ce qui me permet en même temps de faire monter Meunier et Kurzawa d'un cran. Et l'autre faiblesse de ce 4-3-3, c'était que l'écart entre les attaquants DL, donc Di Maria et Neymar, et leur arrière. Et donc là, vous voyez les grandes flèches. Et là, justement, ça a permis de faire monter ces deux joueurs-là latéraux et donc de réduire cet écart-là. Donc au final, le 3-4-3 qu'il a proposé, c'est un bon. C'est bien joué, c'est bien pensé de la part de Tuchel, en sachant que tu peux pas sortir Verratti du 11. Et donc il a composé avec ce qu'il pouvait et il allait au bout de son idée. Donc c'est une très bonne chose. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais on comprend pas pourquoi il le fait pas en L1. Cette tactique-là. Donc là, je vais juste répondre rapidos et rappeler que en L1, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Il peut pas se permettre d'avoir un 3-4-3 comme ça parce que ça veut dire que tu laisses et Icardi et Cavani sur le banc. Donc c'est pas possible. Et en plus, t'en as pas besoin parce que tu peux jouer avec les 4 devant. Donc et puis voilà, dans la gestion des égos, des attaquants et tout ça, c'est pas possible. Donc si tu veux en L1, le mec, il a une autre problématique, c'est pas vraiment de savoir est-ce qu'il va gagner le match. Il n'est pas jugé vraiment sur le résultat, il est jugé sur la manière. Donc évidemment, il met tous les talents devant, individualité, machin, truc, muche. Tu mets des 8-0, des 5-0, des 4-1, des 6-1, des ce que tu veux, et on le juge là-dessus. C'est vrai que la problématique pour l'entraîneur du PSG, donc Tuchel là, mais pas que, c'est que quand tu arrives en Ligue des Champions, c'est l'inverse. On te demande plus vraiment la manière. Là, ce qu'on veut, c'est du résultat. On veut que tu passes dans la compétition, on veut que tu passes les tours, et que tu ailles au bout. Et donc, il faut bien voir que cette différence d'attente et de traitement de l'objectif, c'est ça qui fait que tu te retrouves souvent à tenter des choses un peu bizarres. Donc on se rappelle de Laurent Blanc qui avait tenté 103-5-2 contre City, voilà, par exemple, alors que lui il avait un schéma tactique qui était toujours le même, d'ailleurs il avait gardé pour lui. Bon là il avait tenté un truc qui avait foiré. Bon, Tuchel aussi, là c'est le laboratoire permanent, le savant fou, tout ça là. Donc c'est un truc, mais là on explique, mais même Emery. Je rappelle que c'est Emery par exemple, donc il a été plus heureux sur ses choix, on va dire, mais si on cherchait bien, j'ai pas regardé en détail, mais par exemple c'est Emery qui a lancé Matuidi sur le milieu, en tant que milieu gauche dans un 4-4-2. Et si ma mémoire est bonne, c'était déjà en Ligue des Champions, je sais plus si c'était contre Ludogorets ou carrément contre Arsenal. En tout cas, il avait tenté une modification lui aussi qui avait paru un peu incongrue au départ à tout le monde, sauf que comme Matuidi c'est un joueur de classe mondiale, il s'en était bien sorti. Mais donc ça montre que c'est régulièrement comme ça, c'est-à-dire que ce que tu fais en L1, en Ligue des Champions, t'as pas la même problématique. Donc Tuchel, ça lui fout un caillou dans la chaussure. Donc par rapport à ça, effectivement, je dois dire que moi, Tuchel, il a pas perdu ses nerfs, il a été assez cohérent, il a été au bout de son idée. Moi, ça m'a plu, ce qu'il a fait, et ça correspond à ce qu'il pouvait faire de mieux, je pense. Voilà, il a fait la compo la plus équilibrée possible par rapport aux problématiques qu'il a rencontrées, enfin qu'il rencontre plutôt de gestion du groupe, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la tactique. Donc là, par exemple, comme signal, voilà, là pareil, je regardais l'équipe tout à l'heure, là, Verratti, il a eu la meilleure note quasiment, et puis c'est le mec quasiment qui a été le meilleur. Donc bon, les mecs de l'équipe, en plus de pas comprendre comment ça marche, ils notent bien Verratti, mais Verratti, il y a aucune surprise qu'il soit bon, puisque de toute manière, alors attendez, je regarde là, qu'est-ce qu'il a eu ? Verratti, il a eu quelle note là ? Verratti, il a eu 6, voilà, c'est le mieux noté. C'est le mieux noté avec Marquinhos, voilà, qui a été pas mal d'ailleurs ici. Il a eu 6, mais c'est normal qu'il ait une bonne note Verratti. Il est mis dans les meilleures dispositions. Il a 3 mecs derrière, et il a un Meunier sur sa gauche, enfin Kurzawa sur sa gauche et Gueye sur sa droite. Donc le mec, c'est sûr que si t'avais sorti genre si t'avais sorti Marquinhos ou même t'avais sorti Kimpembe pour faire rentrer Icardi, je peux dire que l'équipe là, que les gens disent ouais c'est pas équilibré, machin, je peux dire qu'on en aurait pris je sais pas combien des buts. La Hollande il nous aurait fait la misère. Donc effectivement Verratti bon, mais voilà, c'est pas étonnant. Donc tout ça pour dire que la suspension de Verratti, c'est une excellente chose.
Donc là, je sais que, pareil, vous lisez les articles, les commentaires, ah ouais, ça va peser lourd et tout. Bon, c'est des gens, ils n'ont pas compris le problème. C'est une excellente chose pour 2 raisons. Et la première, déjà, c'est parce que ça va te permettre de mettre peut-être un joueur un peu plus grand, un peu plus costaud, hein, ou avec plus de, on va dire, plus de puissance physique. Hein. Et surtout, ça va nous permettre de voir ce que Tuchel, il a vraiment dans le bide. Parce que maintenant qu'il a plus Verratti au milieu de terrain de manière obligatoire à mettre, le mec, il est libre. Il a les mains libres. Là, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de nous faire pour de vrai, sans cette pression qui vient de la direction, hein, je le rappelle, des statuts qui sont mis dans le vestiaire, et pour lequel il est obligé de le mettre, même si ça lui va pas, il est obligé de le mettre Verratti. Donc là, il va avoir les mains libres tactiquement au milieu. Donc là, on va pouvoir juger Tuchel de manière, je dirais, réelle. Donc là, à partir d'aujourd'hui, les 3 semaines jusqu'au prochain au retour, là, moi, par contre, je vais vraiment me faire une idée sur ce qu'il a dans le bid Tuchel. Pour cette saison, en tout cas. Donc c'est une très bonne chose. Pour moi, il y a 2 solutions pour Tuchel pour continuer, sur les semaines qui arrivent là. Soit il décide de se repasser en 4-4-2. Donc là, je vais vous l'afficher, là, il est là. Ce 4-4-2 là, bien sûr, tu remets. Donc là, moi j'ai mis Cavani et Paredes. Cavani plutôt qu'Icardi, parce que tout simplement Cavani, lui, il a plus d'expérience qu'Icardi dans l'équipe, en Ligue des Champions. Il a plus de volume de jeu. Et donc, en étant plus haut comme ça, il va venir faire chier la défense de Dortmund plus haut. Alors Icardi, évidemment, il traîne dans la surface. Mais le problème de Icardi, c'est qu'il est quand même trop statique. Cavani, lui, il va venir poser des problèmes à cette défense en étant beaucoup plus mobile. Et puis il a beaucoup plus d'expérience, voilà, faut le reconnaître. Et puis il y a un autre truc, c'est que c'est un joueur qui a un très fort caractère, ça c'est une évidence. Et là, moi, voilà, en regardant les matchs qu'il a fait ces derniers temps là, ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait le laisser partir parce que ça allait pourrir le vestiaire et tout. Mais bon, vu comme ça tourne, il a senti qu'on allait avoir besoin de lui, et j'ai l'impression qu'il revient bien, mentalement en tout cas. Même l'autre match, là, je sais plus contre qui c'était, là, quand on a fait 4-4 là contre Amiens, il a pas marqué ni rien, mais il a pas joué peut-être, je sais plus, le match d'avant, enfin bref. Mais je l'ai trouvé très présent, je l'ai trouvé très bien dans l'implication, tout, je l'ai trouvé très bien. Et l'autre joueur qu'il faut remettre en selle, c'est Paredes, pour le mettre à côté de Gay dans le 4-4-2. Donc Gay, ça sera peut-être Herrera ou qui vous voulez, hein, j'en sais rien. Enfin non, pas qui vous voulez, Gay ou Herrera de toute façon, ça sera pas quelqu'un d'autre. Donc Paredes, j'avais dit aussi dans la vidéo précédente là, que Paredes, c'est pareil, il allait pas jouer les gros matchs, que c'est pour ça qu'il était pas bien et qu'il se bougeait pas le cul à cause de ça. Bon bah là, à Dortmund, vous avez bien vu, le mec, il est même pas dans le groupe. Donc voilà, sa situation à lui, pareil, elle était très claire, Donc là, lui, tu peux le remettre. Donc l'avantage de ces 2 mecs-là, tu les remets, ce qui est bien, c'est que ça va mettre plus d'impact physique, et il va falloir quand même aller les chercher, les mecs de Dortmund. Va falloir courir un peu plus que les 105 km. Ça, Cavani va t'aider, Icardi va pas t'aider à le faire. Et Paredes, il va pas courir moins que Verratti. Par contre, il a du vice, et aussi il a une frappe de loin que n'a pas Verratti. Et ça, t'en auras peut-être besoin. Donc c'est eux que j'ai mis au milieu. Vous noterez qu'à droite, j'ai sorti Di Maria et j'ai mis Sarabia. Donc ça, c'est vrai que... pourquoi la logique, tout simple, c'est parce que, à mon sens, Sarabia, c'est plus un joueur de collectif que Di Maria. Et en fait, là, le jeu basé sur les individualités, la différence de chacun, voilà, Neymar, enfin les divas, quoi, Neymar, Mbappé, machin, là, on fait la diff tout seul et tout. Avec 3, c'est trop. T'en as 2, t'as Neymar et Mbappé, qui bouffent déjà beaucoup de ballons et qui font beaucoup de trucs en solo. Donc si en plus tu mets Di Maria, et que, c'est-à-dire vraiment tout ton jeu est basé là-dessus. Alors que si tu mets du Sarabia, ça va influencer un peu le collectif, et ça va faire du bien. Enfin, le dernier point que vous voyez, c'est en défense centre. Moi, je mets la défense centre Silva Marquinhos. Alors pourquoi la défense centre Silva Marquinhos ? Parce que de toute façon, Hollande, physiquement, il va encore venir te pourrir la gueule. Ça, c'est une certitude. Donc, à quoi ça... Enfin, c'est pas essayer de lui répondre à ce niveau-là, sur ce mec-là, ça sert à rien. On l'a vu là, il a gagné tous ses duels contre tout le monde. Il y a que Marquinhos qui a un peu tenu, même Silva qui a un peu tenu. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ouais, faut mettre Kimpembe parce que lui il a de l'impact et tout. Pas du tout d'accord. Ça sert à rien de vouloir jouer avec lui sur ce plan-là. Même si Kimpembe il est meilleur que Silva ou Marquinhos en impact, de toute façon il restera inférieur à Hollande. Donc de toute manière tu te feras niquer. Par contre,
Ce qui est intéressant, c'est que il va falloir faire du jeu, il va falloir être capable de faire des choses, de prendre la maîtrise du ballon, de les faire courir, les mecs de Dortmund. Et donc moi je mets la touche technique en défensante, je mets les deux plus techniques, Silva et Marquinhos. Moi à droite c'est Kehrer parce qu'il n'y a plus Meunier, puis à gauche moi on espère le retour de Bernat qui fera du bien quand même. Donc ça moi c'est ma propale, et si Tuchel il pense faire ce 4-4-2 comme ça, le gros défi qu'il a c'est remettre Cavani et Paredes dans le bon sens. Et donc on va voir, là on va voir un peu sa gestion que moi j'ai trouvé jusque-là vraiment pas bonne de ces mecs-là. Est-ce qu'il arrive à le faire ou pas? Gros point d'interrogation, on va voir ce qu'il a dans le bide, c'est ce que je disais. On va voir ce qu'il a dans le bide. Donc ça ce serait la propale que moi je ferais. Maintenant je vais faire un pronostic sur ce qu'il va aligner Tuchel. Parce que malheureusement, même si j'appelle de mes voeux ce retour de Cavani et Paredes, hein, du gabarit, du vice et de l'agnac, je doute que Tuchel soit dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'il va plutôt continuer dans ce qu'il a pensé depuis le début, c'est-à-dire les individualités, son triangle des Bermudes là, et donc je pense que sans Verratti, ce qu'il va faire, c'est plutôt ça. Donc là vous voyez, hop, je vous l'aligne, c'est un 4-5-1. Donc derrière, il va mettre du costaud, Kimpembe, il va mettre Silva, ok, Kimpembe en se disant que ça va taper sur Hollande, machin. Bon, Bernat Kehrer, ça ok. Il va prendre Marquinhos évidemment titulaire et il va le monter au milieu de terrain avec Gay pour mettre un peu de combat. Ou du moins ça va être ça l'idée, hein, pour mettre un peu de combat. Donc là en fait, après il va mettre Neymar en 10 et ça va être ça la stratégie principale. Tous les ballons à Neymar et Neymar dans le cœur du jeu et ça sera à lui de tout faire. Moi je pense qu'il va vouloir maximiser son rôle à Neymar, maximiser son influence et c'est ça qui va être retenu. Donc en point de Mbappé, évidemment, à droite Di Maria en individuel et tout, puis à gauche il va mettre Sarabia, ou peut-être Draxler, contre des Bosch, je sais pas. Je pense Sarabia parce que c'est Sarabia qui met des buts et qui est le mieux, qui est le plus en jambes, tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il va le garder lui. Mais sinon voilà, moi je pense que ça va être ça sa stratégie, c'est-à-dire Neymar au milieu de tout, encore une fois, encore plus. Et les individualités pour venir foutre le feu. Alors faut espérer que ça marche. Je dis pas que ça va pas marcher, moi c'est pas le choix que j'aurais fait, moi c'est pas le choix que je ferais, enfin. Après on n'est pas dans le groupe donc on sait pas, mais c'est pas le choix que je ferais. Mais c'est ce que j'essaierais de faire si j'étais Tuchel, c'est mon 4-4-2 et pas le 4-5-1 qui je le pense sera aligné contre Dortmund. Donc en gros, si vous voulez, t'as Verratti qui est sorti, t'as Marquinhos qui prend sa place, et puis t'as Sarabia qui rentre, voilà, la place de qui d'ailleurs, la place de Kurzawa en gros, bah non, Kurzawa c'est Meunier, machin, bah je sais pas qui d'autre, enfin bon bref. Ah bah il y a un joueur de trop, donc c'est pour ça, donc en fait pas de Sarabia. 4-5-1. Bah non, 4-5-1. Oui, donc voilà, Sarabia en fait il rentre à la place d'un défenseur, ça fait un peu plus offensif. Donc voilà, on en est là. Et puis on va donner un petit commentaire à la fin là, de ce qui s'est passé. Donc après le match, on a eu le frère d'équipe Kimpembe qui nous a fait une sortie magnifique. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus, à part que le mec est un débile profond, quoi. Qu'est-ce que tu dis, fils de pute, à Tuchel, quoi? Qu'est-ce que tu lui dis ça? Tu le connais même pas, le mec. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es qui, toi? C'est complètement débile, quoi. Tu peux le critiquer si tu veux. Moi, je le fais dans les vidéos, il y en a plein qui le font à la radio, machin. Mais qu'est-ce que tu l'insultes? Tu le connais même pas. Peut-être que le mec, il est sympa. C'est quoi? C'est complètement... Enfin, c'est hallucinant. Que les gens soient aussi bêtes que ça, c'est quand même assez hallucinant. Bon, après on a eu la petite sortie de l'agent d'Icardi là, de sa femme, qui nous a dit ouais, bon en fait je sais pas s'il va rester, tout ça. Bon, moi je l'ai déjà dit d'avant, hein. Mais moi si je l'ai déjà dit, je sais plus dans quelle vidéo, mais moi si je suis Icardi, et vu comme les choses elles sont en train de tourner, que je touche 0 ballon et que je vais devenir le Cavani bis du truc, sauf que j'aurai même pas les 300 matchs avant pour pouvoir me planter mes buts et machin, qu'est-ce que tu veux que je reste au PSG? Donc elle a bien raison de foutre la pression. Après voilà, le mec il va prendre 1 million de salaire machin, mais bon, si j'étais lui, moi, s'il y a un autre club qui vient où il n'y a pas des divas devant qui bouffent tous les ballons sans faire de passe, bah franchement c'est un club de bon niveau, j'y vais direct. Ensuite on a eu notre histoire de Meunier avec le carton là. Donc ça, bon,
Petit couac, hein, ça m'a fait penser à Laurent Fournier, le fax qui était tombé derrière là pour les anciens, hein, qui avait joué alors qu'il n'avait pas le droit de jouer, qu'on avait perdu sur tapis vert contre Bucarest, si je me rappelle bien. Et puis, mais bon, ça a permis de faire un exploit au retour avec un penalty drive dès le début, si je me rappelle bien, je crois. Enfin, donc bon, pourquoi pas. C'est des petites conneries du club. C'est pas la première, c'est sûrement pas la dernière. Un petit couac parisien auquel on a droit régulièrement. Puis enfin, le gros truc quand même, c'est quand même Neymar. Voilà, qui dit oui, moi je voulais jouer, machin, truc muche, on m'a empêché, 4 matchs, machin. Bon, le mec il exagère. Hein, ça, on a joué le 17, il a été arrêté le 10 jours, je crois, un truc comme ça. Et 4 matchs en 10 jours, un truc comme ça, ou 2 semaines. Alors ouais, ils sont peut-être un peu trop prudents avec lui, ça c'est clair. Mec, mais bon, c'est pas parce que tu joues pas pendant 2 semaines, machin, que tu montes de rip. Alors ils vont dire ouais, si, ça c'est grave et tout, machin. Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, Neymar aussi, pourquoi il est tout le temps blessé, quoi. Franchement, il y en a ras le cul. Donc qu'il arrête de tomber sur les talons des gens et de se casser les côtes, qu'il arrête de faire sa grille. S'il faisait moins ses gris-gris et tous ces trucs à la con, il se prendrait moins de taquets, il jouerait tous les matchs, par exemple. Donc voilà, Neymar, t'as envie de lui répondre, mec, faut choisir, hein, boire ou conduire, mon ami. Donc c'est soit tu veux faire ta starlette machin bidule et attirer tous les trucs et tout, et tu te prends des taquets parce que c'est comme ça en L1, soit tu lâches un peu plus ton ballon, t'es un peu plus passeur qu'individuel buteur, et puis peut-être que ça ira un peu mieux, tu seras un peu plus dispo peut-être, hein, et ça nous fera plaisir à tous. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, donc le 20 février 19h30, je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien de votre côté. Hein, on croise les doigts pour le match retour, on est encore en ballottage favorable, faut y croire. Likez la vidéo, partagez-la parce que les autres sont bonnes. Abonnez-vous à la chaîne parce que je poste pas tous les jours. Donc là, il y a une autre vidéo qui viendra sur une note de lecture. Et puis, à bientôt.